Et si on parlait valorisation? Aujourd'hui, Complément Design reçoit Sylvie Gamet de No Wall Innovation. Bonjour Sylvie, Bonjour. est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, alors donc Sylvie Gamet, je dirige donc la société No Wall Innovation et aussi une filiale de No Wall qui s'appelle Finantis Value. Et j'ai un métier, on va dire, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette où je vais accompagner les entreprises dans tout ce qui est stratégie, management de l'innovation, et une autre qui est donc sur la valorisation financière des actifs immatériels. C'est un nom un peu barbare, mais c'est en gros valoriser financièrement, donc donner une valeur à tout ce qui est, par exemple, logiciel, brevet, marque, modèle, tout ce qui est propriété intellectuelle. Voilà. Donc c'est une fois qu'on a un brevet sur son projet, qu'on a un petit peu avancé, une fois qu'on a lancé une application, des choses comme ça, qu'on peut aller te voir pour savoir la vraie valeur de ce qu'on a fait et ce qui va permettre après de faire des bons choix, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? De faire cette demande-là? Est-ce que ça prend des mois et des mois? Est-ce que ça coûte beaucoup d'argent? Est-ce que c'est... Non, c'est pas très long. En fait, ça dépend des cas. Généralement, comment ça se passe? Par exemple, je sais pas, je prends un développeur, enfin une équipe de développement qui a développé un logiciel et qui veulent connaître la valeur de leur logiciel parce qu'ils comptent le revendre ou monter une société à la base de ce logiciel, à base enfin, voilà, du fonctionnement de ce logiciel. Et ils veulent du coup connaître la valeur. Donc en gros, ils me contactent. Euh, Moi, je dois faire une étude qui n'est pas très longue, hein, qui prend 3-4 semaines au plus. Mais j'ai besoin par contre d'éléments au départ. Donc après, c'est surtout ça qui va prendre plus ou moins de temps en fonction des clients que je peux avoir. Certains clients auront déjà tout sous la main et donc ça ira très vite, et d'autres, il va falloir peut-être enfin, voilà, mettre en place des choses qui ne sont pas encore formalisées. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Mais bon, globalement, en général, ça prend un mois à réaliser. Voilà. D'accord. Et je sais quand même pas mal que certains inventeurs, par exemple, ont des fois des difficultés à montrer tout le matériel ou tout ce qu'ils ont parce qu'ils ont peur de faire confiance ou des choses comme ça, ou de se Tout faire à fait. voler l'idée. Et ça, j'ai entendu au moins 100 fois. Euh, Bien Est-ce que sûr. ça arrive aussi dans ton domaine et comment tu fais pour rassurer les personnes? Alors, moi, j'interviens justement de façon assez large. Donc, grosso modo, si j'ai un entrepreneur qui vient me voir parce qu'il a développé quelque chose qu'il veut protéger, en fait, c'est ça le truc. Il ne veut pas se faire piquer l'idée et au contraire, il veut la valoriser. Donc, généralement, je lui demande qu'est-ce qu'il a fait pour protéger son idée, son projet, son logiciel, peu importe. En fonction de ce qu'il me répond, je vais l'aiguiller en disant soit c'est OK, très bien, vous avez fait ce qu'il faut, soit il manque des choses. Donc, par exemple, il est peut-être possible de déposer un brevet ou de déposer le code du logiciel ou ce genre de choses pour statuer des droits d'auteur. Donc, dans ce cas-là, je vais donner ces conseils-là, le rediriger éventuellement vers des professionnels qui peuvent l'accompagner si besoin sur ces thématiques-là. Parce que bien sûr, moi, c'est un impact sur la valorisation. Donc du coup, en fait, plus quelque chose sera protégé, plus potentiellement il a de la valeur. Donc il y a forcément un lien. Donc du coup, je les conseille là-dessus. Et s'ils ne sont pas encore rassurés, on peut signer un accord de confidentialité en plus, même si de toute façon, moi, je suis liée à la confidentialité, évidemment. Mais voilà, pour les rassurer, on peut signer en plus des accords de confidentialité. Donc voilà, c'est comme ça en général qu'on procède. Et quand on est vraiment qu'au stade de l'idée, de toute façon, je ne peux rien faire pour eux. Donc, ils peuvent me parler de leur idée sous accord de confidentialité sans problème. Mais à ce stade-là de l'idée, en général, c'est pas vraiment protégeable. Donc, c'est que, voilà, ce n'est qu'une idée qui n'a rien de concret derrière. On peut difficilement faire quelque chose. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment qu'ils signent des accords de confidentialité si vraiment ils sont méfiants, ont peur de se faire piquer leur idée. Voilà. D'accord. Et tu disais aussi que ça servait la valorisation pour si on veut s'associer avec quelqu'un ou revendre son produit ou son entreprise. Donc, on n'y pense pas forcément, mais ça se passe comment alors si on veut s'associer avec d'autres personnes pour développer son entreprise? Alors, justement, donc si on repart sur le cas du logiciel, qui est bon, maintenant, comme on a l'ère du numérique, c'est quand même souvent le cas, on a développé quelque chose de digital, en tout cas, même si pas ça peut être autre chose. Et je sais pas, voilà, par exemple, le développeur a rencontré un commercial et ils veulent monter leur boîte. Donc, dans ce cas-là, se pose la question de savoir combien de parts aura chacun. Donc, est-ce que j'ai 50%, 30%,
Ça, c'est la grande question. Donc, soit ils se mettent d'accord déjà tout seuls, et puis ensuite, il suffit de constituer les statuts de la société en fonction. Mais pour la bonne relation entre les associés, parce qu'au départ, ça peut bien se passer, et après, ça peut s'envenimer, ça arrive, il est bien de faire une valorisation au départ de ce que chacun apporte dans la société. Donc, en l'occurrence, là, le développeur, s'il a vraiment développé son logiciel tout seul et que c'est ses lignes de code à lui, hein, c'est pas quelque chose sous WordPress ou je ne sais quoi. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour lui d'avoir une valeur et de le mettre en fait dans les statuts de la société. Et ensuite, voilà, les parts sociales de la société se négocient autour de ça, mais c'est pas forcément non plus écrit dans le marbre. Hein. Il peut toujours y avoir une négociation après entre les deux personnes. Parce que si le développeur, par exemple, amène son logiciel, le commercial, lui, va peut-être amener son réseau de connaissances, son savoir-faire, voilà. Donc, tout se discute quand même. Et c'est vrai que ça évite après les déconvenus, les problèmes. Alors après, voilà, il y a différents timings. On n'est pas obligé de le faire tout de suite à la création de la société. Si on sent que c'est un petit peu tendu ou qu'on n'a pas encore confiance auprès de l'associé, on peut dire, OK, on va créer la société, mais j'apporte pas le logiciel, par exemple, tout de suite. Je vais céder une licence, en fait, à la société. Donc, il y a le développeur qui va faire un contrat entre lui et la société, céder une licence pour que la société l'exploite, mais lui, en fait, il garde les droits. Donc, s'il y a un problème, il ne perd pas les droits de propriété sur son logiciel. Donc, il y a différents cas de figure comme ça qui peuvent être possibles. Et là-dessus, ça peut être intéressant. Enfin, j'ai rédigé avec plusieurs partenaires un livre blanc sur justement comment on traite de tout ça sur les projets digitaux. Donc, comment on protège, comment on encadre, à quel moment on peut valoriser, etc. Et ça peut être intéressant. Alors, c'est pour la France. Hein, donc, s'il y a des cas particuliers après dans les autres pays francophones, ils ne sont pas forcément traités de la même façon, mais ça donne déjà des idées. Oui. Et quand on fait ça, en fait, hein, toutes ces actions-là, est-ce que ça donne une certaine crédibilité quand on veut revendre l'entreprise? Absolument, oui, absolument. Il y a beaucoup de personnes qui s'adressent à nous, notamment voilà, dans le cas d'ouverture de capital, surtout parce qu'en général, c'est quand même des jeunes entreprises donc, qui veulent ouvrir leur capital. Et ça induit que voilà, des investisseurs, des venture capitalistes vont regarder un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, si en amont, les entrepreneurs ont fait ce qu'il fallait pour justement établir la valeur, analyser ce qu'ils avaient développé, et bien là, c'est tout à leur honneur parce que du coup, les investisseurs, quand ils vont arriver, ils vont voir que ils ont réfléchi à la chose, que tout a été pensé. Moi, ce que je conseille, c'est en général d'apporter tout ce qui est immatériel et qui n'est pas encore dans la société, de l'apporter avant d'ouvrir le capital. Comme ça, en fait, pour donner un exemple, parce que ça parle toujours plus, imaginons qu'on est dans le cas de la start-up précédente où en fait le développeur a concédé une licence au départ parce que il ne savait pas trop si la start-up allait marcher, etc. Donc il ne voulait pas perdre ses droits. Et eux, finalement, voilà, ça fait 1 an ou 2 ans qu'ils travaillent, ça se développe bien, le logiciel fonctionne, et ils envisagent d'ouvrir leur capital. Donc il y a des investisseurs, des business angels ou des venture capitalistes. Et donc là, se pose la question de mettre le logiciel dans la société. Et là, ça va être intéressant justement de le valoriser, de l'apporter, parce que il va y avoir une mécanique toute simple, c'est quand on apporte le logiciel à une certaine valeur dans la société, le capital social de la société sera plus important. Donc du coup, quand on va ouvrir ce capital à des investisseurs, négocier 30% d'un capital, je ne sais pas, de 200 000 euros, ça va être plus intéressant que si on est resté avec un capital de 2 000 euros, par exemple. Donc voilà, le poids de la négociation est un peu différent. Et en plus, ça clarifie les choses, ça donne peut-être plus d'importance aussi au niveau des parts sociales des associés initiaux, des fondateurs. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Et ça facilite aussi le travail de recherche d'investisseurs, puisqu'il y a déjà un travail de balayage, d'audit finalement qui a été fait sur ce qui fait la valeur de la société finalement. Et donc voilà, du coup, les associés, les fondateurs ont les arguments auprès des investisseurs pour vendre mieux leur boîte, simplement. Voilà. Parfait. Et donc tout à l'heure, tu m'as dit aussi que tu avais 2 casquettes. Donc l'autre casquette est plus dans l'innovation. Oui. Est-ce que tu peux donner un petit mot par rapport à ça? Tout à fait. Donc, à part donc la casquette financière, j'ai une casquette en fait initiale. Hein. Au départ, je suis ingénieure, je ne suis pas du tout une financière. Donc, plutôt liée à tout ce qui est projet d'innovation.
Mais généralement, c'est d'aider simplement les dirigeants à réfléchir à leur activité pour savoir comment la dynamiser, comment lui donner un petit coup de jeune, en tout cas de rebooster un petit peu les choses, parce que souvent on est sur des entreprises qui peuvent être traditionnelles, où il y a de la concurrence, le métier qui évolue, qui change aussi avec la digitalisation. Enfin, voilà, c'est réfléchir un peu à tout ça et mettre en place des projets qui vont permettre justement de pérenniser l'activité de la société ou de la transformer progressivement. Donc je peux les accompagner sur ces logiques-là. Et je travaille beaucoup sur la notion de partenariat, qui est une autre forme en fait de valorisation de savoir-faire. C'est-à-dire quand j'accompagne par exemple une petite entreprise, donc qui n'a pas forcément de bureau d'études, qui n'a pas forcément voilà, des effectifs à mettre sur des projets innovants, c'est de travailler avec le dirigeant sur des possibilités de partenariat avec des sociétés complémentaires pour avancer plus vite sur des offres qui soient plus novatrices. Voilà. Donc ça peut être aussi une voie importante de développement. D'accord. Et donc, tu parlais d'entreprise traditionnelle. Est-ce que c'est quel type d'entreprise, en fait, qui vient te voir pour ça? Alors c'est varié, mais la plupart du temps, c'est quand même des entreprises assez industrielles. J'ai des fois des entreprises de services qui sont vraiment digitales pour le coup, donc ils sont moins c'est pas du tout les mêmes enjeux. Mais oui, souvent c'est des entreprises plutôt mécaniciennes qui font un peu d'électronique ou un petit peu de tout. On va dire c'est de la mécatronique. Euh, mais voilà, souvent c'est des entreprises mécaniciennes, donc ils font en gros des pièces mécaniques pour des grands groupes. Souvent, hein, ils sont sous-traitants dans l'automobile ou dans l'aéronautique. Et ils sont toujours dans cette configuration de sous-traitance. Et bon, il y a eu la crise en 2008, ça commence à faire, mais du coup, là, en tout cas en France, on a eu ce souci où les grands groupes ont un peu fermé les robinets des commandes. Et du coup, il y a plein de sous-traitants qui se sont retrouvés sans rien, donc des boîtes qui ont fermé, parce qu'ils étaient beaucoup trop dépendants de ces commandes-là. Donc du coup, il y a eu des recherches de certaines PME pour justement faire en sorte de trouver des nouvelles activités pour essayer d'être moins dépendants. Et du coup, en cas de coup dur, d'avoir des activités qui peuvent un peu sauver les meubles et remplir le carnet de commandes de la société. Voilà. Et donc ça peut être utile pour vraiment tout le monde et tout type d'entreprise, en fait, même les petits, même les entrepreneurs indépendants. Tout à fait, ouais. D'accord. Et est-ce que tu pourrais donner un peu un ordre d'idée sur ceux qui restent, on va dire, traditionnels, et puis par rapport à ceux qui osent évoluer ou faire des partenariats ou changer un petit peu leur direction? Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Parce que ça peut faire peur de se dire, je vais plus faire ce que je fais, mais on va tester autre chose. Je sais que Ouais, certains, ça peut faire peur. ça peut Est-ce les que tu as vu bloquer. une vraie évolution? Est-ce que ça a vraiment changé Alors, ça reste assez difficile. Enfin, en tout cas, en France, on a une culture un petit peu qui n'est pas forcément ouverte sur les partenariats. Hein. On est souvent sur des chefs d'entreprise, soit autodidactes, soit qui ont repris une société, donc une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire et d'où ils veulent aller. Donc souvent, c'est un peu quand ils ont le couteau sous la gorge qu'ils vont se dire, bon, il faut quand même que je fasse quelque chose pour évoluer. Donc dans ces cas-là, c'est pas évident parce que du coup, de les amener à ouvrir leur entreprise à peut-être un partenaire ou quelque chose comme ça, si c'est pas dans leur culture, c'est pas forcément évident. Ça prend du temps. Donc voilà, c'est pas super facile. Euh, mais ça se fait progressivement quand il y a vraiment, où on sent la nécessité et l'utilité. Le dirigeant va forcément être un peu plus ouvert. Mais ça dépend énormément voilà, du dirigeant, de la culture qu'il a, de la culture aussi de l'entreprise, si c'est une entreprise qui l'a reprise. C'est pareil, il faut aller convaincre les employés éventuellement de changer un petit peu leur métier ou de le faire évoluer progressivement. Donc moi, mon parti pris, c'est que j'essaye au maximum de me baser de toutes les façons sur le savoir-faire qui existe et de trouver des passerelles qui sont vraiment très complémentaires et immédiatement. Donc, pour pas faire tout de suite la révolution et dire, bah, on a une entreprise qui fait, je sais pas, du métal, bah, finalement, on va faire du bois ou du plastique. C'est pas vraiment le but du jeu. C'est vraiment de trouver des passerelles progressivement qui vont lui permettre de pivoter. Donc, puis voilà, d'aller sur des activités qui soient peut-être un peu plus rentables, qui font aussi? peut-être un peu plus de chiffre d'affaires, enfin voilà, ce genre de choses. Et justement, donc, là, tu parles de situations un petit peu difficiles où il faut faire des choix, et des fois un petit peu presque trop tard ou juste. Ouais, là, Est-ce que ça, est-ce que ça arrive aussi que ce soit des entrepreneurs comme tu disais, qui font du métal ou du bois? Est-ce que tu peux avoir, par exemple, quelqu'un qui fait des meubles ou je ne sais quoi,
et puis qui veut innover avant que ça aille mal, qui veut se dire je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi avant que ça aille mal. Est-ce que ça a déjà ce cas de figure-là? Alors, ils sont rares, malheureusement. Ils sont rares. Mais en tout cas, pour ceux qui viennent frapper à ma porte, ils sont plus rares. Mais c'est vrai que c'est l'idéal parce que du coup, là, on a le temps de C'est ça. faire les choses. Donc, le dirigeant est amené à faire des choix plus posés aussi, à ne pas sauter sur la première opportunité qui n'est pas forcément la meilleure. Donc là, c'est bien parce qu'il y a vraiment le temps de réfléchir. Si l'entrepreneur en plus est super ouvert, on peut vraiment balayer des voies différentes d'évolution de son projet. Et donc, du coup, on a peut-être le temps de tester 2-3 projets, de les valider assez rapidement. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller rapidement et de savoir si on va ou pas dans la bonne direction et de tester rapidement. Donc ça, c'est vraiment le cas idéal. On fait vraiment la créativité, on peut vraiment s'amuser, aller tester des choses. Là, c'est le cas idéal, mais non, j'en ai pas, malheureusement pas beaucoup. Je comprends tout à fait. Justement, si on prend ce cas de figure-là, beaucoup d'entrepreneurs vont pas vouloir prendre le temps de réfléchir à cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire avant quand ça commence tout juste à stagner? Mais comme tu dis, ça permet d'avoir une idée plus posée et puis de mieux avancer. Beaucoup de personnes peuvent se dire, ben oui, mais c'est du temps perdu parce que c'est créativité, donc c'est un peu de la déco. Ouais. Toi, tu pourrais avoir un petit message directement à eux, je dirais face caméra, entre guillemets, tu pourrais leur dire quoi, que ça permet vraiment d'avoir un projet plus posé qui est plus rentable après. Enfin, si tu avais 30 secondes pour leur dire quelque chose directement pour qu'ils viennent avant que ce soit trop tard, Ouais. ce serait quoi? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire souvent aux gens, c'est que, enfin, aux dirigeants d'entreprise, c'est qu'il faut qu'ils restent entrepreneurs dans leur tête. Parce que souvent, j'ai affaire à des entreprises donc, qui ont un peu d'âge, qui sont rentrées dans une sorte de routine. Et du coup, le dirigeant est toujours dans le quotidien, finalement, à gérer les commandes, les approvisionnements, etc., les problèmes de ressources humaines et compagnie. Et du coup, il sait bien qu'il faut qu'il réfléchisse un petit peu à ce qu'il fera dans 2-3 ans, etc. Mais on ne trouve pas le temps. Il y a toujours une bonne excuse en fait pour ne pas le faire. Et donc, ce que je leur dis souvent, c'est de rester entrepreneur dans leur tête. Vous avez créé une entreprise, vous aviez une idée, vous étiez assez enthousiaste à l'idée de construire tout ça, de ficeler tout ça. Il faut garder ça en disant que votre entreprise, elle va grandir, elle va évoluer, c'est comme les enfants finalement. Et donc, du coup, il faut si possible, y réfléchir avant. Et en plus, on est normalement plus serein. Parce que du coup, si on sait qu'on a 1 ou 2 coups d'avance dans la tête, on est déjà préparé. Et si le dirigeant est déjà préparé, implicitement ou même explicitement, ses équipes le sont aussi. Parce que du coup, il va avoir une façon de manager ces équipes qui vont laisser une porte ouverte, même s'il ne s'est pas dit. Il y aura toujours cette porte ouverte. Alors que si on est dans une entreprise qui reste un petit peu figée dans son fonctionnement, eh bien, plus on reste figé là-dedans. Et même si l'entrepreneur, le dirigeant va avoir l'idée ensuite d'évoluer, ce sera plus compliqué de faire passer le message ensuite à ses équipes. Donc moi, je serais plutôt dans cet esprit-là, c'est rester entrepreneur, rester un peu toujours ouvert aux évolutions, rester à l'écoute, en veille de son marché. C'est déjà le premier pas. Parce que comme ça, on sent, on voit que les choses qui commencent à muter, et là, on se dit, tiens, il faut que je réfléchisse, et on va y aller naturellement, en fait, on ne va pas se poser la question. Quand on se pose la question, souvent, il est déjà trop tard, finalement. Donc, voilà, ce serait mon conseil, rester entrepreneur. C'est une réponse parfaite, c'est exactement ça que je voulais entendre. Un autre point aussi, si je peux compléter un peu, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que si on attend le dernier moment, on va se dire il va falloir qu'on prenne un temps pour corriger ce problème. Et ce temps-là, il peut être un petit peu lourd au niveau de la gestion. Alors que si on fait, comme tu dis, face à l'entrepreneur, donc dès le départ, on a de nouvelles idées et on va travailler dessus. Le jour où on va passer à l'action, ça va être beaucoup plus rapide. Même si on en parle pendant des mois et des mois, le jour où on passe à l'action, c'est beaucoup plus rapide et plus facile que quand on est forcé de le faire. Et ce n'est pas un temps qu'on doit prendre obligatoirement. Ça se fait naturellement, comme tu dis, et c'est plus une contrainte. Donc, préparer beaucoup son travail de l'innovation permet après de dire, quand on passe à l'action, ça va se faire beaucoup moins de temps que si c'était obligatoire. Complètement, je suis d'accord avec ça. Non, non, c'est clair. De toute façon, c'est comme tout, hein. Quand il y a des choses qui sont trop nouvelles et qu'il faut faire tout d'un coup, on découvre tellement trop de choses en même temps
qu'on ne peut pas tout faire bien, c'est pas possible. Donc il y a forcément des choses qui vont bloquer, qui vont se crisper. Ce ne sera pas fluide, c'est clair. Alors que si on se prépare avant, même si ça prend du temps, qu'on discute, etc., c'est vrai que quand on décide les choses, eh bien, en général, finalement, comme on l'a déjà pensé suffisamment longtemps à l'avance, après, ça va tout seul. Donc, enfin, tout seul. Bon, ça va plus facilement, en tout cas, c'est Oui. plus fluide. Et justement, si tu avais, on va dire comme moi, je suis plus avec des designers, j'en contacte beaucoup. Euh, Quand tu as des personnes qui vont se lancer, moi j'ai eu le cas comme ça plusieurs fois, qui se lançaient dans des créations de meubles ou ce type-là, et très vite ils avaient des commandes d'autres personnes, mais qui n'étaient pas ce qu'ils voulaient faire, et ils acceptent parce que bah, c'est la première année, on ne peut pas faire autrement parce que voilà, on a peur, on dit oui tout de suite. Mais est-ce que toi tu interviens aussi à ce moment-là pour aider à l'innovation et puis au positionnement en fait du marché de la personne? Est-ce que toi tu aides aussi ça parce que j'ai eu des personnes qui s'éteignaient tout de suite au bout de même pas un an, dire bah non mais je fais ça parce qu'on me le demande, et puis ils avaient laissé tomber un peu leur idée de base parce qu'ils n'avaient peut-être pas assez travaillé dessus ou identifié ce que c'était. Est-ce que toi tu fais ça aussi, tu aides à ce niveau-là? Alors, j'accompagne quelques startups et c'est vrai que c'est une véritable question parce que il y en a souvent qui sont déjà incubés, donc qui sont dans des incubateurs, et on leur dit bah, il faut alors, le lean startup, il faut pivoter, etc. Donc, souvent, il y en a qui vont commencer avec une idée de base, hein, comme tu l'expliquais. Et puis, on leur dit bah, il faut être à l'écoute des clients. Donc, si on s'aperçoit que les premières commandes des clients, c'est complètement autre chose par rapport à ce qu'on voulait proposer au départ, on va être tenté d'y aller. Donc après, il faut essayer de faire la part des choses entre ce qui motive déjà l'entrepreneur de base, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta startup, jusqu'où tu es prêt à pivoter, parce que voilà, c'est vraiment l'objectif, quoi. C'est qu'est-ce que tu veux faire. C'est ça ce qui compte. Est-ce que tu veux en fait juste monter une boîte qui marche, auquel cas on répond aux demandes qui viennent et puis ça va très bien, voilà. Soit tu défends, je sais pas, une valeur particulière. Par exemple, je sais pas si je suis un designer qui veut faire que des meubles écolos, je sais pas, à base de palettes. Mais qu'on lui demande de faire des lampadaires, je sais pas, à base de papier crépon, bah, c'est pas du tout le même concept, quoi. Donc soit il dit, bah non, mais en fait, le filon des lampes en papier crépon, c'est vachement mieux que les meubles en palette. Bah, si finalement il adhère à ça, pourquoi pas. Mais si au départ il avait vraiment une fibre écolo avec cette histoire de palette et de meubles conçus à partir de ça, c'est dommage de tout de suite virer de bord s'il n'a pas forcément bien fait son job au départ pour aller trouver les clients bah, voilà, qui pouvaient être intéressés au départ par son offre. Donc ça, c'est un petit peu le danger. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que d'un côté, vous avez l'incubateur qui va vous dire souvent, bah, faut aller là où il y a les clients, là où il y a les demandes, là où il y a l'argent. Alors que parfois, l'idée au départ n'est pas si mauvaise, c'est juste que bah, l'entrepreneur ou l'équipe, en tout cas de la start-up, n'a pas fait ce qu'il fallait au départ pour aller bah, trouver les bons clients. Ils n'ont pas forcément identifié leurs bonnes cibles, etc. Donc, il ne faut pas céder tout de suite à la panique. Alors après, ça dépend du besoin d'argent, évidemment, aussi, la start-up. Mais après, pourquoi pas faire deux branches, hein. Enfin, il est possible aussi de se diversifier, mais il faut toujours garder en fait, un discours qui soit clair. C'est ça qui est le plus compliqué. Il ne faut pas que ce soit des offres trop différentes, parce qu'après, ce n'est pas lisible pour les gens. Mais si on a ben voilà, des concepts qui sont proches, ça va. S'ils sont trop éclatés, malheureusement, il faut peut-être faire un choix. Donc là, c'est là que ça se Comme tu disais aussi, deux branches, moi c'est des choses que je propose aussi, qui permettent d'avoir une qui sert à manger simplement, et puis l'autre où on va investir son temps, le reste du temps, tout à fait, pour ouais. créer son image, pour créer sa marque, même s'il n'est pas vraiment, même si les deux sont pas au même niveau, on ne va pas parler de l'un quand on est avec l'autre. Absolument. Ouais. On va faire attention. Et puis, j'en ai plusieurs que j'ai eu, comme tu expliquais aussi, qui faisaient par exemple de la maîtrise d'œuvre, qui voulaient faire des projets bien spécifiques avec certains matériaux, certaines façons. Et puis, ben, on leur proposait un peu de rénover tout et n'importe quoi. Donc, on peut le faire, mais sans en parler, même Voilà, si c'est on ça. peut ne pas être. C'est pas qu'on n'est pas fier de ça, mais on le fait tout seul sans en Ouais, parler. c'est Et puis à pas, côté, on fait un vrai personnage avec un vrai produit phare. voilà, pour pas mélanger les discours, quoi. C'est avoir un message clair, en fait, pour chaque type de clientèle. Après, une fois qu'on arrive à faire ça, c'est gérable. Voilà. Et puis, il ne faut pas hésiter à avoir même deux présentations différentes, deux noms différents, deux sites Tout à fait, différents. oui.
2 sites internet, bah, voilà, c'est C'est pas trop complètement. compliqué aujourd'hui de Non, non, faire c'est ça. tout à fait, ouais. Parfait. Et donc, pour tous ces personnes qui se lancent ou qui sont déjà lancées mais qui ont des questions, bien sûr, je mettrai ton nom en dessous pour qu'ils puissent te contacter. OK. Et pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais un petit mot, un conseil pour tous ces jeunes qui veulent essayer, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui veulent se lancer et puis qui ont des projets comme ça? Est-ce que tu as un petit mot à leur dire? Oui, alors, ce serait déjà de ne pas avoir si peur que ça de confier leur idée, c'est-à-dire d'en parler, parce qu'au stade de l'idée, les gens ne vont pas en faire grand-chose. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que parce que vous dites, bah, tiens, j'ai eu cette idée d'entreprise ou je ne sais pas, d'objet, la personne à qui vous en parlez, elle n'a pas du tout réfléchi, elle n'y a pas pensé, ça ne vient pas d'elle, elle n'aura pas forcément envie de faire la même chose. Hein, donc, il faut un peu déstresser à ce niveau-là. Après, si vous en parlez à quelqu'un que vous êtes vraiment stressé, bah, essayez de signer un accord de confidentialité. Donc, si la personne accepte, a priori, déjà, vous êtes un petit peu plus serein. Si elle n'accepte pas, là, il faut fuir en courant. Mais voilà, ça, c'est déjà la première étape. Donc, déjà, avoir moins de freins à ce niveau-là. Parce que si vous n'en parlez pas de votre idée, jamais vous ne saurez si elle est acceptable, si les gens l'apprécient ou pas. Et en plus, déjà, ce qu'ils disent, les gens, il faut le prendre avec des pincettes parce que souvent, ils vous disent, enfin, ils veulent vous faire plaisir ou alors ils sont rabat-joie. Enfin, voilà. Donc, du coup, il faut vraiment faire le tri. Donc, si en plus vous avez peur de parler de votre idée, ça va être compliqué, quoi. Donc, ça, ce sera le premier conseil. Et ensuite, bah, d'écouter, on va dire, enfin, de s'entourer en tout cas de gens qui peuvent vous conseiller, mais d'avoir un bon feeling avec eux. Si on vous met quelqu'un dans les pattes bah, avec qui ça ne passe pas, vous ne vous sentez pas, il faut pas continuer. Faut s'entourer de gens un petit peu qui soient dans votre univers finalement. Et c'est toujours mieux pour avancer que de rester tout seul dans son coin. C'est souvent des fondateurs comme ça qui sont un peu tout seuls. Donc essayez de s'entourer. C'est pas forcément évident, mais rencontrer des gens, parler de son idée, et ça fait toujours avancer plus vite. Voilà, ce serait mon conseil pour les débutants. Parfait. Je rajouterais juste dans ce que tu as dit, effectivement, faut pas stresser, faut pas avoir peur, faut en parler. Euh, mais comme tu as dit, si le retour des fois n'est pas forcément ce qu'on peut attendre, donc ça, entre guillemets, ça sert à rien d'en parler à son entourage proche, sa famille ou son voisin parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour répondre. Donc, aller directement voir des personnes comme Sylvie et d'autres qui ont un œil un peu plus professionnel parce que si c'est des proches, vous allez être plus touché par les réponses qui en plus seront des mauvaises réponses. Donc ça sert à rien. Oui, oui, tout à fait. Soit ils seront pour, soit ils seront contre, enfin, soit ils n'auront pas d'avis. Bon, bref, on n'est pas avancé. Bon, généralement, Voilà, votre maman sera tout à fait enthousiaste. donc parlez-en, oui, à des professionnels comme nous, Ouais, là, il y en a deux ici, là, parce que ça sera un peu plus euh, terre à terre et puis un petit peu plus objectif. Donc c'est très bien, Sylvie, de toutes les informations que tu as pu donner. Pour ceux qui veulent, ils peuvent te contacter. Et puis, je te remercie encore beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt alors sur Complément Design. ça marche. Merci. Bye. Bye.